Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur Armor TV pour cette émission des Oscars qui fait la part belle, vous le savez, à l'actualité économique et qui nous permet également de vous faire découvrir ou mieux connaître les richesses de ce département des Côtes-d'Armor. Cette fois-ci, direction le cœur de la Bretagne et plus précisément ce superbe site de l'abbaye de Bonrepos à Saint-Gelvin, tout près du fameux lac de Guerlédan, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines et dont on va beaucoup parler au cours de cette émission. Allez, je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à entrer à l'intérieur de cette abbaye avec nos deux premiers invités. Effectivement, on se retrouve donc avec nos deux premiers invités. Tout d'abord, Estelle Salin, bonjour. Bonjour. J'allais dire merci de nous accueillir puisque vous êtes animatrice pédagogique pour cette abbaye de Bonrepos. Puis j'ai également le plaisir d'accueillir un habitué de cette émission, Laurent Kifurus. Vous êtes directeur de Côte d'Armor Développement. On va parler d'économie avec vous. C'est le fil conducteur de cette émission. Mais avant cela, coup de projecteur sur cette abbaye. Alors avec une histoire... passionnante et une histoire qui démarre précisément, on a même une date, c'était le 23 juin 1184. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Eh ben, c'est l'acte de fondation en fait, de Bonrepos qui avait été signé par le propriétaire, le vicomte Alain III de Rohan, famille très importante de la noblesse, et sa femme, en fait, Constance de Bretagne. Tous deux vivaient dans un château tout proche d'ici, en fait, en plein cœur de la forêt de Kénécan. Et en fait, ils ont décidé de faire ici leur lieu du repos éternel. Donc c'est à partir précisément de cette date qu'une communauté en plus de 12 moines viennent s'installer ici, en vue justement de remettre en l'état toutes les terres qui avaient été en partie dévastées. Et c'est ici qu'une communauté de cisterciens va venir s'installer. Alors cette abbaye, elle a connu des moments plus difficiles. Il y a une renaissance, c'est au milieu des années 80, c'est ça ? Alors avant les années 80, il y a une renaissance après des périodes de crise économique et de prospérité. Il y a celle du XVIIIe siècle que vous pouvez découvrir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, du Moyen-Âge, il ne subsiste que l'environnement et 3 murs de l'abbatiale. Donc c'est vrai que c'est pourquoi la médiation est axée sur le bâtiment aujourd'hui. Et elle a été abandonnée après la Révolution française. Elle est devenue une véritable carrière de pierre jusqu'à ce qu'une poignée de passionnés décide en fait de redonner vie à ce bâtiment qui était sous la végétation et le lierre en fait. Oui, et qui a pu renaître de ses cendres. Voilà, il y a eu tout un travail de fait parce que le site est magnifique, mais si on revient quelques années en arrière, on n'était pas du tout dans la même configuration. Ce site, il est implanté au milieu d'un environnement naturel remarquable. On va parler bien évidemment de Guerlédan, mais il n'y a pas que ça. C'est le cœur de la Bretagne et j'allais dire que c'est un vrai poumon, un poumon vert. De par déjà son emplacement, son implantation, c'est vrai que les cisterciens, ils sont réputés pour s'installer dans des vallées. Ici, on a tout à proximité. On parlait même de précurseurs du développement durable. C'est vrai que vous avez la proximité en fait de l'eau avec le Blavet qui est canalisé ici. C'est vrai qu'il y avait tout le bois de la forêt de Kénécan et puis la carrière de pierre et des terres pour cultiver tout autour. Donc c'est vrai que quand on arrive à Bonrepos, le cadre, il est absolument extraordinaire et il est resté tel qu'il était depuis son origine, en fait. Alors ça, c'est pour l'aspect historique, Voilà. mais il y a ce qu'on vit aujourd'hui Oui. dans cette abbaye. C'est un lieu qui accueille des artistes, c'est un lieu où on anime des ateliers pédagogiques pour les enfants. Bref, c'est un lieu qui vit. C'est un lieu qui vit tous les jours, ouais. C'est vrai l'association a vu le jour en 86 et depuis 2001, il y a une programmation culturelle qui est quand même très axée autour de l'homme, très important dans l'histoire de ce lieu. Et c'est vrai chaque année, nous organisons des artistes en résidence. Vous avez peut-être pu voir dans le cloître, en passant ce soir, l'installation de Julien Lanoux. On accueille également des élèves tout au long de l'année. Donc on propose des ateliers pédagogiques, des séjours patrimoine. Également, on organise des résidences d'artistes en milieu scolaire. Et puis également, chaque année, des expositions sur le thème du patrimoine. Donc cette année, c'était les canaux. C'était porteur dans le cadre de la Sec du Lac. Et également, on organise des événements tels que des concerts de musique classique dans cette salle, justement. Et puis d'autres événements tels que des cluedos géants. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses pour tout le monde, ouais, tout public. Et le numérique. Et le numérique. Alors ça, c'est important. On aura d'ailleurs en fin d'émission un reportage qui nous permettra de voir que vous êtes finalement à la page, même si l'histoire a débuté, je le rappelle, le 23 juin 1184. Vous êtes quand même bien ancré dans ce 21e siècle avec des tablettes numériques.
On va parler du lac de Guerlédan. Est-ce que ça a été un élément important pour vous cet été, pour l'attractivité? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus voir ce lac, mais quand on vient voir le lac, on vient voir ce qu'il y a autour. Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on a eu une fréquentation très importante cette année. On regardait encore les chiffres tout à l'heure avec mon collègue. On a fait, oui, plus de 8000 personnes en plus, c'est-à-dire une augmentation de près de 80% en fait. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que du coup, les personnes qui visitent le lac font les sites aux alentours. Et également parce qu'on avait également proposé des produits pour des groupes, mais aussi des scolaires, en lien avec ce site. Et c'est vrai que ça a été très porteur pour l'association, hein, pour le lieu. On a eu énormément de monde et on sait que, enfin on espère que l'an prochain, ils reviendront du coup, une fois que le lac sera plein, quoi. Bon, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais ça, on le verra en fin d'émission. On parlera de tout un tas de musées, de petites pépites comme ça que vous pouvez venir découvrir, voir ou revoir, puisque effectivement, on peut revenir plusieurs fois. Alors Laurent, on va être un peu moins poétique, on va être plus économique avec vous pour parler de cette conjoncture. On va prendre quelques indicateurs parce que c'est important. Premier indicateur, le nombre de créations d'entreprises qui reste stable. Ça, c'est pour les chiffres qu'on a pour le premier semestre de cette année par rapport au premier semestre des années précédentes. Il y a peut-être un élément important, c'est que ce qu'on appelle les défaillances d'entreprises, eh bien, elles sont en recul cette année. Ça veut dire qu'il y a des petites lumières comme ça qui s'allument au lointain et qui laissent espérer des jours meilleurs, c'est ça ? Oui, quand on parle d'économie, on parle beaucoup de chiffres, mais la confiance est un élément essentiel. Donc on sent qu'il y a aujourd'hui une amélioration qui va doucement à travers l'indicateur, notamment de la création d'entreprises. Ça reprend doucement, mais c'est vrai que sur les défaillances, là aussi, les chiffres sont meilleurs, même s'il faut rester toujours prudent. Donc il y a un premier signe d'amélioration autour de ces deux indicateurs, mais ça reste encore fragile, notamment dans certains secteurs d'activité, pour le secteur du commerce, du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration. On reste encore dans des fragilités. Et ceux qui ont créé il y a 3-4 ans sont souvent dans des situations un peu plus difficiles parce que justement, c'est la période pendant laquelle il faut confirmer. Et c'est là qu'on a souvent des défaillances un petit peu plus importantes. Donc, globalement, on sent que ça s'améliore, mais il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Alors, il y a quand même, moi je suis un optimiste de nature, il y a quand même des chiffres d'affaires, des collègues de TVA qui sont en légère hausse. Il y avait eu un recul ces dernières années et là, ça s'améliore un peu. Oui, le chiffre d'affaires des entreprises s'améliore un peu sur la période considérée, c'est-à-dire le premier semestre de cette année. Et puis un élément très très important, c'est l'amélioration relativement importante de la consommation des ménages, avec notamment un indicateur souvent utilisé, l'immatriculation de véhicules, qui là progresse très bien. Et on sait souvent, et on le voit sur une longue période, que le secteur automobile est souvent le secteur qui tire l'économie française. Oui, parce qu'il y a tous les sous-traitants derrière, notamment. Il y a tous les sous-traitants, donc c'est un élément de confiance. Donc de ce côté-là, et pour un département comme le nôtre, qui a une économie basée sur la consommation, avec une arrivée régulière de gens qui viennent consommer venant de l'extérieur du département, des Bretons ou des gens qui ont des résidences secondaires, qui consomment. Donc c'est important d'avoir cette stabilité et cette progression aujourd'hui constatée de la consommation des ménages. Donc c'est la marque qu'on a un territoire qui reste solide par rapport à l'environnement qui est quand même un petit peu chahuté. Bon, alors il y a des signes qui montrent qu'on peut espérer à moyen ou long terme, mais il y a des secteurs qui souffrent. On va prendre comme concret le bâtiment qui connaît encore de vraies difficultés. Oui, et ça c'est un élément qui est préoccupant parce qu'on pense que ça va durer. C'est là notamment la capacité à construire des logements neufs, qu'ils soient individuels ou collectifs. Là, les choses s'améliorent un peu, mais on est encore assez loin des chiffres qu'on constate au niveau régional. Donc cette difficulté à produire du logement neuf, c'est quelque chose de préoccupant. Et ça a des conséquences directes, bien évidemment, sur le secteur de l'artisanat, du bâtiment, où là, on retrouve ces entreprises régulièrement au tribunal de commerce, dans des difficultés régulières. Et on l'évoquait également tout à l'heure, il y a quand même dans ce secteur du bâtiment un travail intéressant, moins visible, sur tout le secteur de la rénovation. On sent que là, les entreprises qui se sont positionnées ont du travail, quelle qu'elle soit, grande ou petite. Mais c'est un élément de préoccupation. Et la commande publique, dont on sait qu'elle est
moins importante aujourd'hui et sans doute un peu demain, c'est un élément de préoccupation. Donc dans ce secteur-là, les difficultés sont encore présentes. Bon, on va revenir sur des événements d'actualité qui ont dépassé très largement le cadre des Côtes d'Armor de la Bretagne. On est même allé beaucoup plus loin, puisqu'on a notamment eu, au mois de juin dernier, le Tour de France. Ça, c'est un vrai coup de projecteur sur ce secteur du cœur de la Bretagne. Et on dit toujours que le Tour de France, c'est un accélérateur de notoriété, où ça permet en tout cas de renforcer cette notoriété. C'est clair qu'aujourd'hui, pour avoir de la notoriété sur un territoire, pour à la fois démarrer des saisons touristiques dans de bonnes conditions, il faut des événements un peu de ce type. Et c'est vrai que l'intérêt du Tour de France, c'est son calendrier, puisque souvent il vient en Bretagne régulièrement en début de saison, au début juillet. Donc c'est un élément très populaire. Et donc, en fonction de son circuit, des choix qui sont faits, ça permet de booster certains territoires en début de saison. Donc ça a été le cas, et ça a été une volonté des collectivités locales d'accueillir le Tour de France au moment où il y avait l'événement autour du lac de Guerlédan. Donc ça a permis de concentrer et de fixer une clientèle touristique qui est restée, qui est venue un peu avant, qui est restée un petit peu après, ou qui a continué, notamment pour tout le secteur des camping-caristes, de continuer à se balader dans le département, à découvrir beaucoup de choses qu'il y a à voir sur nos territoires. Alors ça, c'était pour le Tour de France. C'est le premier événement. Deuxième événement, Tour de France, on peut l'accueillir tous les 2 ans, 3 ans. C'est ce qui arrive très régulièrement en Bretagne. Il y a la SEC du lac de Guerlédan. Là, on est sur une périodicité beaucoup plus large, puisque c'est une fois tous les 30 ans. C'est encore en cette période. Ça a vraiment été un élément extrêmement fort. Moi, j'ai entendu certains chiffres, on parle de plusieurs centaines de milliers de visiteurs, même on parle du million qui aurait été dépassé. On a une estimation autour du 1,5 million. Alors, c'est pas toujours facile, c'est une extrapolation. Alors, certains avaient annoncé des chiffres encore plus importants, dépassant la fréquentation du Mont-Saint-Michel. Je pense que là, on était... Enfin, 1,5 million, c'est déjà très conséquent. Hein. C'est très, très conséquent, mais comme ça a été indiqué tout à l'heure, l'enjeu, c'est la visite, mais c'est aussi l'envie de la part des organisations locales, des réseaux touristiques, de donner envie aux gens de revenir. Parce que sur ce territoire, il y a beaucoup de choses à voir, mais il y a aussi une notoriété à consolider. Donc cet événement et tout le travail qui a été fait localement, il faut vérifier dès la prochaine saison si une part de cette clientèle va revenir, qu'elle soit de proximité ou plus éloignée. Là, il y a un véritable enjeu. Donc maintenant, le challenge, c'est de confirmer en 2016 cette belle réussite. Bon, on va conclure avec ça. Laurent, Tour de France, lac de Guerlédan, météo exceptionnelle pour toutes les régions françaises. La Bretagne en a bien évidemment profité. Est-ce qu'on a déjà quelques indicateurs concernant la fréquentation touristique ? Oui, on est sur des chiffres qui sont bons, voire très bons, que ce soit dans l'hôtellerie avec des progressions à 2 chiffres. Le département des Côtes-d'Armor, d'ailleurs, en taux d'occupation, pour prendre un exemple un peu technique, taux d'occupation des hôtels est en progression assez forte et meilleure que nos voisins et concurrents des autres départements. Donc on a des bons indicateurs. On est sur un trend de 2 ans. Donc là, on a progressé. On sent qu'on a consolidé notre notoriété. On a eu des très belles émissions de télé qui ont beaucoup aidé. Donc on a calculé, on a près de 5 millions de téléspectateurs qui ont vu toutes ces images ces derniers mois. Donc c'est un élément de notoriété très important. Mais je dirais que c'est maintenant que le plus dur commence. Parce que ce n'est pas parce que ça va mieux qu'il faut s'endormir. C'est au contraire, il faut accélérer. Et il faut que les acteurs publics, les professionnels, passent un cap supplémentaire parce que désormais, il faut encore progresser dans la capacité à faire venir cette clientèle touristique qui consomme localement et qui fait vivre des milliers et des milliers de salariés tout au long de l'année. En tout cas, il y a un indicateur qui est important, Laurent. Le taux de satisfaction des gens qui sont venus en Côtes d'Armor cet été, il est de 86%, alors que la moyenne de la Bretagne est de 80%. 86%, c'est un taux énorme. Oui, mais comme le disent beaucoup de professionnels, la difficulté qu'on a, c'est de réussir à les faire venir. C'est un challenge permanent pour tout le monde. Mais dès qu'ils viennent, et c'est vrai ici, ils sont conquis, ils sont bien reçus.
ils sont bien reçus, ils sont conquis et ils ont envie de revenir, et ils en parlent autour d'eux. Donc l'enjeu, pour nous, collectivement, c'est de les faire venir, et après, je pense que le plus dur est fait. Donc on va continuer à faire ce travail-là. Merci en tout cas à vous deux pour tous ces éléments. Merci. Merci. On va maintenant poursuivre cette émission en parlant notamment d'énergie.